Bonjour à vous, bonjour Alexandra, Gaëlle, Charlie, Maëlle. Donc voilà, il y a pas des Lyonnais, donc ça c'est sympa. Hem, donc l'objectif, voilà, c'était de le rendre accessible. Cette vidéo, c'est de la rendre accessible un peu à tout le monde, pas seulement à Lyon, et c'est pour ça qu'on l'a fait justement en visio. Ouais, il y a pas mal de maternelles, enseignantes, maternelles. Donc cette visio, elle va être un peu plus globale. Aussi me dire si vous connaissez la pédagogie Montessori, enfin, si vous êtes familier à cette pédagogie ou si vous la pratiquez déjà. Comme ça, j'adapte aussi mon discours. Il faut savoir que animatrice dans le social, voilà, il y a pas mal de profils, plutôt profil pro. Hem, Animatrice d'atelier nature et zéro déchet, donc Multibi, je connais. Multibis, je connais bien, j'ai une collègue qui fait ça. Hem Alors, il y en a qui ont déjà pratiqué aussi, l'école dehors, qui ont déjà fait, des ateliers dehors en plein air avec les enfants. Ah, c'est Nathalie qui vous a recommandé. Oui, voilà. Hem, on va un petit peu, enfin, on va commencer, on va se présenter, moi bonjour, je suis enseignante en CE1, CE2, je commence cette année, l'école dehors, cool. Donc ce qui est au programme là pour cette heure, donc c'est un peu chargé, je vais essayer de tout condenser. Hem, donc on enregistre, justement cette visio pour qu'elle soit en replay. Donc n'hésitez pas à la partager, je vous enverrai un mail, justement pour avoir accès à la visio. Sachez qu'on enregistre, seulement, le PowerPoint, donc vous pouvez mettre votre caméra, ça ne sera pas enregistré. Donc il y a vraiment, aucun problème en termes de confidentialité. Hem, donc je vais commencer, je vais un peu arrêter de lire le chat pour me concentrer. Donc au programme, on va un peu parler de nous, à Montessori Outdoor, pourquoi on a décidé de créer, Montessori Outdoor. Ensuite, on va un peu plus s'intéresser sur, comment je vais pratiquer, comment je pratique, l'école dehors, ou comment je vais m'outiller pour éduquer en plein air. Donc on n'a pas forcément parlé d'école, mais vraiment d'éducation en termes général. Donc tout ça, ça peut s'appliquer à la fois à titre personnel, mais aussi dans les écoles. Bon, certes, c'est un peu plus penché vers les écoles, mais un parent peut très bien aussi s'en inspirer. L'idée aussi, c'est d'identifier un lieu. Vous verrez qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir 1 million de lieux. Un seul lieu, c'est très bien pour les enfants puisqu'ils adorent, se repérer et puis, s'identifier dans ce lieu. On a fait une petite aparté aussi sur, les choses auxquelles on ne pense pas. Vous verrez, c'est des petites, on a mis un peu tout. Hem Voilà, et puis, on va rentrer un peu plus dans le concret sur comment on va démarrer une activité. Je vais vous donner des exemples d'activités pour, les maths et le langage. C'est vraiment des exemples très rapides, l'idée c'est pas de tout vous sortir, d'un coup parce qu'on a vraiment pas le temps, 1 heure c'est très court, et puis on va vraiment rentrer dans le détail sur un peu la sécurité parce qu'en général, c'est un peu ça qui freine, c'est comment je fais pour encadrer un groupe d'enfants, alors qu'ils peuvent s'éparpiller un peu de partout, et justement, hem, la réglementation en vigueur, si je vais dans un même lieu, si c'est dans un parc, est-ce que j'ai des autorisations à faire, et voilà. Donc rapidement pour nous présenter, alors moi je m'appelle, Asma Moussa. Je suis, éducatrice Montessori, pour les enfants de 3 à 6 ans. Et je suis aussi, j'ai une casquette pédagogue par la nature. On a fondé Montessori Outdoor avec, ma sœur qui s'appelle, Hanan Moussa. Je vais la laisser se présenter. Je ne sais pas si tu es là? Hem, Oui, vous m'entendez? oui, moi je t'entends. Très Très bien. bien.
Alors, bonsoir à tous et à tous. Donc moi, je suis Anna Noussa, je suis la sœur d'Asma. Et donc moi aussi, je suis éducatrice Montessori 6-12 ans, cette fois-ci spécialisée pour les plus grands. Et j'enseigne, je suis aussi professeure des écoles. Donc avant d'avoir été éducatrice Montessori, j'étais professeure des écoles. Puis j'ai fait ma formation et ensuite, je suis maintenant à nouveau enseignante dans une école internationale où j'essaye de plus en plus de pratiquer cette pédagogie du plein air avec mes élèves. Hem, Hanan va vraiment encadrer, essayer de répondre aux questions, s'il y en a pendant le déroulé. Voilà, elle va gérer un peu plus, cette partie-là. Moi, c'est moi qui vais avoir la parole le plus souvent. Hem, Sachant que nous, ce qu'on a écrit un guide, qu'on va vous partager aussi, par mail à la fin de la visio. Donc appliquer la pédagogie Montessori en plein air, là, c'est vraiment une vision un peu plus globale de la pédagogie Montessori. Ça explique un peu cette philosophie et comment on va la mettre en place dehors, sachant que, il y a tout un aspect en intérieur qui se fait beaucoup, qu'on connaît très, très bien, mais l'environnement extérieur, il est un peu moins exploité aujourd'hui, alors quand Maria Montessori a fondé sa pédagogie, le plein air était vraiment au cœur de sa pédagogie. Donc on va remettre ça, d'actualité et enfin on a créé un kit de démarrage pour apprendre dehors au fil des saisons. Donc en fait, c'est, un peu plus détaillé. Là, c'est exactement ce que je suis en train de la présentation que je vais vous donner, sauf que, là, c'est beaucoup plus détaillé avec des fiches d'activité que je vais vous partager également à la fin, par mail à la fin de cette visio. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, par où commencer? Bah, déjà, on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on sort? Pourquoi sortir? Déjà, on va sortir aussi pour nous, hein, en tant qu'adultes, ça fait toujours du bien et pour les enfants. Il faut savoir, par exemple, là, je vous donne un exemple sur la journée type d'un jeune enfant, donc un jeune enfant 0-6 ans. En termes de qualité de l'air, donc là, c'est pour sa santé. Le terme de qualité de l'air, il faut se dire qu'en moyenne, l'air est 7 fois plus pollué en intérieur, qu'en extérieur. Donc, au final, les enfants, dans une journée, ils respirent que 1 d'air dehors. C'est très, très peu. Ça représente à environ 15 minutes, par jour, dehors pour un enfant de moins de 6 ans. Donc ça, c'est des chiffres qui sont quand même assez, marquants. On s'en rend pas compte puisqu'au final, les enfants, en fait, ils sont à la maison, ensuite ils sont dans la voiture ou dans le métro, on va dire. Ensuite, ils sont dans l'école et ils retournent à la maison. Donc ils sont très peu, dehors et les moments de dehors, c'est vraiment des moments de temps de récréation ou d'aires de jeu, mais c'est très rapide, c'est très succinct et au final, on constate que 40 des moins de 10 ans ne jouent jamais dehors en semaine. Donc ça, c'est un chiffre aussi, assez important. Sachant qu'aujourd'hui, il y a 30 ans, jouer, voulait automatiquement dire jouer dehors et aujourd'hui, quand on entend le terme, «Je vais jouer», ben, c'est plus tendu vers, «Je vais jouer à la console». Donc ça montre qu'au final, là, aujourd'hui, on a des enfants d'intérieur. Par exemple, le périmètre d'autonomie autour du domicile en 1950, il était de 4 kilomètres. Bon, certes, les infrastructures n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. En 1990, ça s'est réduit à 400 mètres et aujourd'hui, il est vraiment quasiment réduit à zéro. Conséquence, on parle du syndrome du manque de nature. Je pense que là, si vous suivez cette conférence, c'est que, vous reconnaissez ce syndrome-là. C'est que les enfants ont besoin vraiment de se reconnecter avec la nature et justement au plein air. En fait, la question d'une éducation dehors, elle a beaucoup plus d'enjeux que sur, la partie éducative, vraiment la partie apprentissage. Elle a vraiment un enjeu aussi pour la santé, comme je l'avais dit sur l'air respiré. Donc la santé mentale, la santé physique aussi et bien sûr sur l'environnement. Donc plus, j'apprends à connaître ma planète, plus j'apprends à connaître mon environnement, mieux j'en prendrai soin plus tard et plus je l'aimerai également. Donc là, les chiffres aussi, marquent. En 50 ans, les enfants, en fait, ils ont perdu 25 de leur capacité physique, parce que c'est dû justement au fait qu'ils restent toujours en intérieur et
Aujourd'hui, on a 31 des enfants qui sont incapables de reconnaître ce que c'est qu'une figue, une courgette ou un artichaut. Donc là, il y a aussi des questions sur l'alimentation qui viennent jouer qui rentrent en jeu, mais aussi le fait qu'ils ont jamais touché, ils ont jamais vu, heu, manipuler, ce genre de fruits et de légumes. Donc, pardon, ça c'est une source qui vient, de l'IREPS. Donc l'IREPS, c'est une association qui veut promouvoir la santé, l'environnement et l'éducation, hem, partout en France, et ils ont fait une petite exposition qui est disponible en ligne qui s'appelle «Allons dehors». J'essaierai de vous envoyer une ressource aussi, toutes les ressources, qu'on a identifiées nous, dont cette exposition qui est plutôt pas mal et qui donne des chiffres très intéressants sur comment motiver justement, comment donner des clés, pour convaincre par exemple des écoles à faire, classe dehors. Alors tous ces chiffres, tous ces questionnements nous ont amenés à créer justement Montessori Outdoor pour pouvoir promouvoir une éducation en plein air en intégrant les principes de la pédagogie Montessori. Je vous expliquerai pourquoi en fait on utilise la pédagogie Montessori, et en fait qui dit une pédagogie Montessori dit naturellement aussi pédagogie par la nature, forcément vu qu'on va le mettre en place dehors. Et comment on fait ça? En fait, bah, tout simplement en sensibilisant, bah, les adultes comme on le fait maintenant, et aussi en mettant en place des ateliers au sein des écoles. Donc on fait école dehors, on intervient auprès des écoles pour pouvoir proposer des ateliers pour les enfants de 3 à 6 ans, donc en maternelle et aussi en élémentaire, tout en adaptant aussi nos activités en lien avec le programme de l'éducation nationale. Et donc tout ça, pour comme mission justement offrir des expériences en plein air axées sur la santé, l'éducation et l'environnement. Donc tout ça, ça rentre dans un tout, sachant que nous, on va vraiment se concentrer sur l'éducation, et bien sûr tout ça va découler sur la santé et l'environnement. Alors, pourquoi la pédagogie Montessori? Donc rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas cette pédagogie, qui en ont entendu rapidement parler, en fait cette pédagogie, elle se base sur 4 piliers, je dirais. Le premier pilier, ça va être nous, notre rôle en tant qu'adulte, donc notre posture qu'on va avoir face à l'enfant, comment on va interagir avec lui, donc il y a quand même une certaine posture à avoir. Ensuite, ça va être basé sur, un environnement qu'on va préparer, qu'on va adapter à l'enfant. Donc là, dans ce cas-là, ça va être l'environnement extérieur, et un environnement extérieur, c'est pas comme un environnement à l'intérieur où on a 4 murs et en fait tout est bien ficelé pour que ce soit bien carré. Non, en fait, l'environnement extérieur, en fait, il est vraiment dynamique, et donc on s'adapte toujours, toujours, toujours bah, aux saisons, à la météo et à puis ce qu'il y a autour de nous, la faune et la flore. Donc ça va vraiment varier, et c'est un peu ça la difficulté. Donc rôle de l'adulte, environnement préparé, un matériel, donc matériel spécifique comme vous pouvez le voir là, c'est l'alphabet mobile. Matériel, d'aide au développement, donc c'est un matériel qui a été inventé par Maria Montessori. Nous, ce qu'on essaye de faire avec Montessori Outdoor, c'est, de reprendre ce matériel-là et d'essayer de le mettre, dehors en fait, d'utiliser les éléments de la nature pour pouvoir fabriquer ce matériel. Donc c'est pas toujours l on peut pas tout refaire, mais il y a quand même une bonne partie du matériel qu'on va pouvoir réutiliser avec des éléments de la nature. Donc c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Et enfin, le dernier point, et ce qui me semble un peu le plus important dans la pédagogie Montessori, et c'est ce qui a permis de créer cette pédagogie, c'est l'observation de l'enfant. Donc plus on observe l'enfant et plus on comprendra, heu bah, son développement, et comment on va l'aider, à son rythme. Donc ça, c'est un peu ce qui résume la pédagogie Montessori, et on l'utilise dehors, bah, comme je le disais, parce qu'on va adapter et préparer l'environnement dehors. On va avoir une approche un peu plus, centrée sur le mouvement, tandis que quand on est en intérieur, ben, l'enfant il bouge un peu moins, il est, plutôt, passif, et en extérieur, et ben, on va l'encourager à bouger, à voilà, c'est vraiment cette approche du mouvement pour encourager la concentration et la répétition. Donc il y a différents types de mouvements. Il y a un mouvement qui peut être beaucoup plus calme, on va dire, dans le sens où ça va être, par exemple, un mouvement d'écriture ou bien un mouvement, de motricité fine, et un mouvement qui est beaucoup plus global, avec cette motricité globale. La pédagogie Montessori, elle favorise aussi une autonomie, une indépendance, qu'on va pousser justement, qui va justement, dé
découler sur une éducation à la vie. Une éducation à la vie, c'est un peu ce qu'on dit dans la pédagogie Montessori. Cette éducation à la vie, elle a pour objectif, nous, on va semer les graines et plus tard, les graines vont germer. Ce qu'elle dit souvent Marie Montessori, combien de graines on peut semer? Ben, l'objectif, c'est d'en semer le plus possible puisque celles-ci germeront bien plus tard, même voire à l'âge adulte, ça peut arriver. Et on se base cette pédagogie, elle se base sur 2 approches en fonction de l'âge de l'enfant. 3-6 ans, vraiment une approche basée sur le sensoriel pur et 6-12 ans, une approche basée sur le cosmique. Je vous expliquerai plus tard, mais c'est vraiment ces 2 approches-là qu'on va mettre au cœur, de la nature et au cœur de cet environnement extérieur. Alors n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, hein, sur le chat. Donc quelques conseils avant de démarrer. Ben, la première chose, je vous dirais, bah, c'est oser se lancer. En fait, prenez des enfants avec vous, vos propres enfants, un groupe d'enfants et sortez tout simplement sans rien planifier et puis voyez un peu comment ils interagissent avec cet environnement, observez et puis voilà, pas besoin de grand chose. Il faut aussi accepter qu'on ne sait pas tout. Hier, je parlais justement avec une enseignante, de maternelle qui me disait, bah, moi j'ai peur de pas donner des réponses à mes élèves, sachant que je connais pas toutes les feuilles, je connais pas tout ce qu'il y a dans l'environnement et c'est un peu, aussi l'appréhension. Mais, bah, en fait, on peut très bien dire à l'enfant: «Bah, je sais pas» et puis on va chercher ensemble, hein, ça marche très bien aussi. Hem, il y a aussi une préparation intérieure à faire, hein. Il faut vraiment se préparer à sortir, une préparation, on va dire, psychique où on va établir une connexion nous-mêmes avec la nature pour pouvoir la transmettre aux enfants. Donc il y a quand même cette préparation à faire. On va aussi accepter les imprévus parce que, bah, il faut savoir être flexible, la météo, les saisons, le lieu fait que, il y a pas mal d'aléas. On va pas tout contrôler comme on pourrait contrôler ça dans une pièce et toujours avoir cette posture d'observateur en tant qu'adulte. Donc comment on va choisir un lieu? Là, l'idée c'est bon, OK, je veux sortir, qu'est-ce que je fais? Comment je choisis mon lieu? Alors, il y a différents lieux. Nous, on parle de plein air parce qu'on veut pas, centrer ça que sur la nature, même si, bah, dans l'idéal, ce serait de mettre les enfants en pleine nature. Mais la réalité des choses, c'est bah, par exemple, nous, là, on est à Lyon. Lyon, c'est quand même une grande ville et les enfants n'ont pas forcément accès à la forêt, en sortant de chez eux. Donc on va favoriser le plein air, on va favoriser le dehors et en fonction des objectifs, on va essayer d'identifier où est-ce qu'on voudra aller. Donc soit on va dans un espace urbain pour une sortie, en centre-ville par exemple ou dans une cour, par exemple une cour de récréation, ça marche aussi. Ça dépend vraiment ce qu'on veut faire, mais pour tester déjà, pour pouvoir vous familiariser avec le dehors, faites ça, sortez juste, proche de chez vous, ça marche très bien. Le deuxième point là, c'est ce qu'on fait assez régulièrement parce que dans toute ville, il y a des parcs et les parcs, ils sont plutôt bien faits pour avoir un bon coin de verdure en ville et donc utiliser ce coin-là, un coin proche pareil de l'environnement parce que les enfants, ils ont pas besoin d'aller bien loin pour pouvoir, se reconnecter à la nature et choisir ces parcs-là pour pouvoir faire les activités. Ou bien, dans une forêt, donc ça c'est l'idéal si vous êtes juste à côté, bah, c'est parfait pour justement reconnecter les enfants à la faune et la flore. Hem, alors comment on va repérer les lieux? En fait, c'est simple, nous ce qu'on fait, c'est que déjà, ben, on va repérer, on va aller, se familiariser avec les lieux, on va observer ce qui s'y passe. On va ensuite, partir, à l'exploration dans le sens où on va identifier vraiment toutes les zones intéressantes. On va se dire: «Ah bah tiens, là c'est pas mal, il y a un chêne, on pourra s'asseoir tout autour. Là c'est aussi pas mal, il y a de l'herbe, on pourra jouer». Enfin voilà, il y a plein de choses à identifier. Prenez des notes aussi, donc notez tous les détails qui sont importants. Les points d'eau, ça c'est important, à la proximité des toilettes aussi, parce que, bah, s'il y a pas de toilettes, il va falloir anticiper aussi, bah, comment s'il y a besoin de faire une pause pipi. Voir s'il y a des lieux où on pourrait s'abriter si jamais il pleut et si jamais il pleut, bah, comment faire pour anticiper tout ça et identifier les endroits avec beaucoup de passages, plutôt les éviter ces endroits-là et aussi, faire attention aux chiens, quand on est dans un parc, voir voilà des endroits
où soit on accepte les chiens, mais qu'il y en ait pas trop, ou bien ou des endroits où les chiens sont plutôt, attachés en laisse. Hem Prendre en compte aussi la météo, c'est important parce qu'en fait, quand on va dans un endroit, bah, en fonction de la météo, on peut se dire: «Bon, bah, là, non, ça va pas parce que, c'est boueux», alors qu'en été, en fait, c'est super. Donc c'est l'extérieur évolue en fonction des saisons, donc là aussi, adapter son lieu en fonction de la saison et bien sûr, évaluer la sécurité, donc s'il y a de l'eau à proximité, s'il y a un lac, les dangers sont peut-être un peu plus importants. Identifier vraiment comment justement mettre en place, sécuriser l'environnement en fonction de là où vous êtes. Une fois que vous avez identifié votre lieu, donc nous en général c'est vraiment un parc, hein, vu qu'on est en ville, on identifie le parc proche d'une école. C'est ce qu'on fait, généralement. Et ensuite, ou sinon au sein de l'école, ça arrive qu'ils aient des beaux endroits arborés. Bon, c'est pas le cas de toutes les écoles, malheureusement, les écoles sont plus bétonnées que vertes, mais il y a des écoles qui le sont, donc sinon c'est au sein de l'école et c'est encore mieux. Donc une fois que vous avez identifié votre lieu, hem, alors nous, on a une approche, bah, Montessori bien sûr, mais une approche qu'on appelle phénologique. Donc en fait, la phénologie, en fait, ça observe, s'intéresse vraiment à observer les cycles naturels des saisons. Donc vraiment, c'est au rythme des saisons, on va observer le même lieu et comment il va évoluer et comment les changements de la flore et de la faune vont se faire à partir justement de la météo et hem et à partir de tout le mouvement qu'il y a autour de ce lieu. Donc le mouvement humain, le mouvement animalier et le mouvement des plantes aussi, qui fait que tout va changer. Hem, le temps passe assez vite, je m'en rends pas compte, mais il faut je vais me dépêcher. Donc comme je l'avais dit, 3-6 sensoriel, approche sensorielle avec le «apprends-moi à faire seul». Donc là, les enfants vont s'ouvrir à l'autre pour s'intéresser de plus en plus à un environnement. Donc là, l'environnement très proche, pas de souci. 6-12 ans, approche cosmique. En fait, l'approche cosmique, faut se dire qu'à partir de 6 ans, les enfants se posent beaucoup de questions. Des questions auxquelles on va répondre, donc des questions existentielles, donc d'où je viens, qui je suis, comment on en est arrivé là, pourquoi, beaucoup de pourquoi et nous, l'objectif, c'est de répondre à ces questions-là et le mieux, bah, c'est de sortir et de se dire: «Bon, bah, allez, on va explorer ce qui se passe et on va essayer de répondre au mieux, on va chercher, on va impulser cette quête vers l'enfant et c'est à lui d'aller chercher les réponses». Donc où et quand sortir? Alors, comme je le disais, toujours dans un même lieu, justement pour, sécuriser, pour qu'il y ait un sentiment de r enfin, pour qu'il y ait un cadre rassurant pour l'enfant et ça dérange pas, vraiment, ça dérange pas du tout les enfants, qu'il y ait toujours ce même lieu. Alors, en fonction de ce que de votre niveau, on va dire, j'ai appelé ça comme ça. En général, c'est 1 heure, pour les peut-être les tout petits, enfin les maternelles, 1 heure et demie, voire 2 heures pour les plus grands en élémentaire. Déjà pour commencer, hem, on peut tester comme ça et puis ensuite, faire une matinée, une après-midi, ça marche aussi très bien, que n'importe quelle tranche d'âge, une fois qu'ils ont l'habitude de sortir. En termes de rythme de sortie, nous, ce qu'on propose, c'est, hem, pour commencer, pourquoi pas une fois par mois, ce qui représente du coup 10 sorties, dans une année scolaire. Ensuite, on peut alterner. Il y a des écoles, par exemple, qui font très bien une fois par semaine et ça marche, très bien. Il y a aussi des forest schools qui font ça tous les jours et ça marche aussi très, très bien. Donc c'est vraiment en fonction de comment vous vous sentez et comment vous êtes prêt à vous lancer là-dedans. Le matériel à prévoir, donc il y a pas mal de choses à prévoir. Nous, quand on sort, bah, bien sûr, on a notre petit sac à dos, on a le sac de l'enfant où on va demander aux parents de ramener des vêtements complets de rechange de saison, une gourde, des mouchoirs, et un petit goûter aussi. Nous, dans notre sac, bah, on a au final le nécessaire pour pouvoir anticiper pas mal de choses. Hem, tout ce qui concerne, les numéros d'urgence, la liste des enfants, des trousses à pharmacie, donc ça, c'est la base et ensuite on va adapter en fonction de où est-ce qu'on va sortir. Donc là, j'ai mis quand même une petite liste, des outils qui peuvent être, utiles et l'idéal, c'est aussi d'avoir, un petit chariot ou
gros sac ou mettre pas mal de matériel, pour anticiper. Donc là, c'est vraiment dans le cas où on sort assez régulièrement, donc dans le cadre de l'enseignement. Dans un cadre, on va dire personnel, on n'a pas spécialement besoin d'un petit chariot comme ça. Mais là, j'ai listé quand même pas mal de choses, heu, auxquelles on ne pense pas toujours, mais qui peuvent être, intéressants à ramener et puis au fur et à mesure, vous saurez, quoi ramener, avec vous. Alors les choses auxquelles on ne pense pas, on a tendance à vouloir toujours, toujours, toujours bien faire, carré en fait, parce qu'on organise en général nos sorties, pour que les enfants ne s'ennuient pas au final et pour pouvoir les guider vers des objectifs, pédagogiques. Hem, mais en fait, on n'en a pas spécialement toujours besoin et surtout quand on va dehors, en fait, le dehors sert de matériel pédagogique et on n'a pas besoin de ramener énormément de choses avec nous et c'est pour ça pourquoi pas proposer du jeu libre tout simplement. Alors le jeu libre, c'est quand même une approche assez spéciale parce qu'au final, ça amène les enfants à jouer, tout simplement en fait. On leur donne aucun matériel, rien du tout. On ne fait absolument rien. On leur dit: «Ben allez, allez jouer, enfin libérez votre imagination, pour, pouvoir, vous éclater» et hem et en fait, on a constaté qu'en faisant ça, et ben, les enfants vont vraiment développer, une entraide. Ils vont beaucoup, beaucoup travailler leur créativité et leur imagination et en fait, c'est vraiment là la posture de l'adulte qui va rentrer en jeu puisque, la plus grande difficulté, c'est justement de laisser faire et de faire confiance en l'enfant et d'observer et c'est vraiment là, d'amener vraiment ces temps d'observation, heu, pendant ces jeux libres et de ne pas interagir avec les enfants. Hem, Moi j'aime beaucoup, faire des câlins aux arbres. Je ne sais pas si vous aussi. Alors ça, c'est une thérapie, c'est une pratique qui se fait assez souvent au Japon, donc ça vient du Japon. Ça s'appelle la sylvothérapie. C'est vraiment une pratique, qui existe depuis très longtemps, qui permet vraiment de nous reconnecter avec la nature. Donc là, il y a une activité qui s'appelle, «Mon arbre à moi», où on va inviter les enfants à identifier, choisir leur arbre, leur donner un prénom et puis, leur dire un petit secret. Donc ça se fait très, très bien avec les maternelles. Les enfants adorent et hem et puis on peut même aller bien plus loin, dans cette activité-là, où on va bander les yeux de l'enfant et on va lui dire: «Bah, tiens, est-ce que tu peux reconnaître, ton arbre avec, justement le tactile, le toucher?» et on va essayer de lui faire deviner à partir de 3 arbres, par exemple, heu, son arbre son arbre à lui. Donc il y a vraiment une relation avec les arbres qui est important aussi, donc l'idéal, c'est vraiment de trouver un lieu où il y a pas mal de variétés d'arbres et de s'amuser à jouer avec ça. Donc moi, je le fais, plutôt au début de l'activité avec les enfants, puisqu'ils vont se repérer, ils vont identifier. Il y en a même qui retournent, leur raconter, plein de secrets, à ces arbres-là. Le lâcher prise est hyper important. On a tendance à, comme je l'ai dit, toujours vouloir, tout soit carré, mais en fait, chaque sortie est une aventure où l'inattendu règne et c'est vraiment le cas. En fait, on peut tout prévoir, mais la météo peut tout casser. Hem et justement, en fait, il faut vraiment s'adapter, il faut faire preuve de créativité, de se dire: «Bon, OK, bon là, il pleut, comment on va faire?» ou bien, «OK, moi j'avais prévu de faire ça, mais il y a du vent, donc maintenant, si je fais de l'écriture avec des feuilles, tout s'envole, comment on va s'adapter?» donc on va changer bien sûr les activités en fonction de la météo. Si demain il neige et ben, qu'on voulait faire de l'écriture, comment on va s'y prendre? Donc voilà, c'est vraiment, s'adapter et lâcher prise puisque, rien ne on peut pas tout contrôler. Et bien sûr, et bien là, s'il pleut, comment on va faire? Comment faire pour gérer, la pluie? En fait, il faut se dire qu'il y a pas de mauvais temps, hein, même s'il pleut ou qu'il fait froid, on a tendance à se dire: «Bah non, je veux pas sortir», mais en fait, non, il y a pas de mauvais temps, il y a vraiment de mauvais vêtements. Il y a que des mauvais vêtements et il suffit juste de s'équiper. Donc s'il pleut, bon, s'il fait très, très froid ou qu'il pleut énormément, on va éviter de sortir certes. Tout ce qui met en danger les enfants, oui, mais s'il pleut, ben, on peut ramener une bâche et se couvrir, et faire l'activité sous la bâche, ça marche très bien aussi. Et comme je le disais avant, le lâcher prise va aussi permettre aux aux enfants de se salir et s'ils sont sales, c'est très bien aussi, hein. C'est qu'ils ont vraiment,
ils sont partis à l'exploration, ils ont utilisé tout leur environnement et ils se sont éclatés eux aussi. Hem, alors comment on va démarrer une activité dehors? Hem, en fait, là j'ai, donc 1er pas, donc si vous faites ça là pour la première fois avec des enfants, hem, vous allez voir très rapidement que les enfants vont croire que c'est la récréation et ils vont un peu s'éparpiller de partout. Ça c'est on va dire un ordre, enfin un désordre apparent, je vais appeler ça comme ça. En fait, au début, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont les captiver et la concentration réellement va être un peu plus difficile, mais c'est au fur et à mesure d'aller dans le même lieu, que là, les enfants vont s'approprier ce lieu et ils vont trouver ça un peu normal d'aller toujours dans le même lieu, donc la concentration va arriver plus vite. Mais certes, au début, c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué, mais il faut leur laisser le temps, en fait, d'explorer, leur laisser le temps de s'approprier cet environnement, donc faire beaucoup de temps de jeu libre au final pour qu'ils puissent aller eux-mêmes, investiguer le lieu. Une fois que ce temps-là est OK, à ce moment-là, on va commencer, justement à installer un rituel de début. Alors, il y a différents types de rituels de début. Hem, donc il peut avoir, le rituel de l'arbre, comme je l'avais dit tout à l'heure. Il peut aussi avoir un rituel où on va prononcer, tous ensemble, donc là, c'est peut-être plus pour les 3-6 ans, des promesses de prendre soin de son environnement, de et de faire tout son possible justement pour l'aimer. Donc ça, c'est des promesses qu'on va répéter avec les enfants à chaque début de sortie. Ensuite, on va proposer une activité assez courte, plutôt une activité en lien avec les compétences psychosociales, donc en lien avec le bien-être, une activité qui va donner envie aux enfants d'aller voir, de s'ouvrir à l'exp à explorer en fait, l'environnement. Pour les 6-12 ans, en fait, cette activité courte, nous, on la propose plutôt, bah, elle est pas courte là, c'est vraiment, solliciter, interroger leur petit cerveau et capter leur attention. Donc, alors, pour les 6-12 ans, Maria Montessori, elle a inventé, 5 grandes histoires et nous, on aime beaucoup raconter des histoires, pour les 6-12 ans puisqu'ils adorent ça et ça va vraiment solliciter, ils vont vraiment beaucoup se poser de questions et ça va leur donner envie justement d'aller vers cette quête-là. Donc c'est 5 grandes histoires en lien avec toutes les disciplines scolaires, donc ça commence par la création de l'univers, l'arrivée de la vie sur terre, ensuite, l'arrivée de l'homme, l'arrivée des chiffres et du langage et tout ça va permettre, d'ouvrir les portes vers, vers toutes les connaissances et de prendre conscience aux enfants que, ils ont un rôle à jouer justement dans notre écosystème et dans leur environnement aujourd'hui. Donc cette activité, courte pour les 3-6 ans et cette histoire qu'on va raconter pour les 6-12 ans va ouvrir justement à l'exploration et à la manipulation d'éléments naturels autour d'eux. Et c'est comme ça qu'on va commencer les activités. Donc là, en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de ce qu'on veut leur proposer, on va potentiellement faire du langage, des maths, des sciences, hem on va faire, peut même faire de l'histoire, de la géographie, enfin vraiment toutes les disciplines scolaires fonctionnent et et ensuite, on pourra aussi ramener du matériel, hein. Voilà, on peut très bien prendre du matériel Montessori aussi et le mettre en place, dehors. Et enfin, on va installer un rituel de fin. Le rituel de fin, nous, on aime bien prendre un bâton de marche et puis en tout cas pour les plus grands et puis de leur dire, «Bah, écoutez, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez apprécié?» et en un mot, choisissez un mot qui résume un peu, la sortie que vous venez de faire et ensuite, eh ben, il y a quelques enfants qui vont écrire dans ce bâton, ils vont le garder et puis au fur et à mesure, ils vont remplir ce bâton de marche de mots qui vont leur rappeler justement toutes les sorties qu'ils ont fait en plein air. Nous, on fait des temps de donc ces rituels, en fait, se font, autour d'une ellipse, surtout pour les 3-6 ans. On aime bien aussi le faire pour les 6-12 ans. En fait, ils sont pour leur raconter l'histoire, l'ellipse qui représente justement l'orbite de la Terre. En fonction du lieu où vous êtes, ce qui serait super, c'est de faire un petit feu au milieu aussi avec un brasero, justement pour, rappeler le soleil. Donc c'est tout cet environnement qu'on va préparer, qu'on va adapter aux enfants pour leur faire vivre une expérience unique dehors. Donc
Comme je l'avais dit, une approche, phénologique, donc on va s'adapter aux saisons pour mieux structurer les apprentissages. Donc là, je vous ai donné un peu une idée de quel type, de discipline scolaire on va pouvoir traiter en fonction des saisons, sachant qu'au final, toutes les disciplines, elles s'apprêtent à toutes les saisons. Mais il y en a, par exemple, la biologie, ben, c'est quand même potentiellement mieux de la faire, pendant la période du printemps-été qu'en plein hiver. Les maths, c'est quand même plutôt mieux de le faire, en automne. Pourquoi? Bah, parce que, tous les fruits tombent et les feuilles aussi, donc on a pas mal de choses à récolter, donc pas mal de matériel à utiliser pour faire des maths. Hem Donc voilà, c'est un peu je vous enverrai la présentation, je vais aller assez vite sur cette partie-là, mais vraiment, c'est de se dire, comment on va adapter les saisons aux apprentissages. La vie pratique aussi, donc la vie pratique, c'est tout ce qui concerne les éléments, les activités de la vie quotidienne, et la vie pratique, elle marche très, très bien au printemps puisque c'est là où on va quand même commencer à cultiver, à prendre soin de l'environnement extérieur, à tailler les haies, hem, à voilà, semer des graines et tout ça va permettre aux enfants de vivre vraiment, de prendre soin de l'environnement extérieur et de faire naître aussi, cette flore. Donc si on rentre, dans, dans les exemples d'activités, hem, pour le langage, par exemple, pour les 3-6 ans, donc il y a cette conscience phonologique que les enfants vont devoir acquérir, les sons. Et il y a une activité Montessori qui s'appelle, le jeu d'analyse des sons qu'on a renommé «Mon petit œil voix» et en fait, comment on pourrait l'adapter, donc si jamais il y a des éducateurs Montessori ici, comment on pourrait l'adapter en plein air cette activité? Bah, c'est pas très compliqué au final. Première étape, on va commencer à faire une balade avec les enfants, une balade dans la nature où on va ramasser des éléments de la nature. Donc ils ramassent ce qu'ils veulent. Au final, on va avoir un beau trésor, où chaque enfant aura son petit trésor d'éléments de la nature. Nous, on va quand même veiller à ce qu'ils ramassent, plein d'objets avec des sons différents, justement pour pouvoir, pratiquer l'activité par la suite. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on va nommer ces éléments-là. On va tous les nommer pour qu'ils puissent eux-mêmes les identifier, bien les identifier, donc s'amuser vraiment avec ces objets, pour qu'ils puissent se familiariser avec, parce qu'ils connaissent pas forcément tous les éléments de la nature et enfin, troisième étape, on va commencer à faire le jeu, ce jeu de mon petit œil voit et on va commencer par exemple, à dire, «Mon petit œil voit, un fruit». Au début, on entend le son f, enfin au début, on entend f et en fait, ça va être une fraise, par exemple et donc là, on va travailler vraiment les sons avec les enfants. On va travailler, on va faire ce jeu de sons et ils vont potentiellement se mettre, à plusieurs. On va commencer par, le son du début, ensuite, le son de final et ensuite le son du milieu. On va prendre 2-3 objets, on va essayer voilà, il y a pas mal de, d'alternatives. Enfin, on va faire plusieurs petits jeux justement pour travailler les sons et pour pouvoir, déclencher justement par la suite, la lecture et l'écriture. Hem Pour les 6-12 ans, alors, là, on a créé une activité qui s'appelle ma tablette d'argile. Alors ma tablette d'argile, en fait, elle vient, à la suite, d'une histoire qu'on raconte, une histoire sur l'écriture. Comment est arrivée l'écriture? Donc on va raconter cette histoire. On va commencer à parler donc, de la préhistoire, comment les hommes préhistoriques, eux-mêmes écrivaient, utilisaient enfin écrivaient, ils écrivaient pas, ils dessinaient et on va inciter les enfants à se poser ces questions-là, à se dire: «Mais comment on en est arrivé à écrire aujourd'hui? Comment on en est arrivé à faire durer la parole?» et hem et à la faire, donc à la faire durer et voyager. Et donc, dans cette histoire-là, on commence à parler, des 1res tablettes, les tablettes, sumériennes, donc, les tablettes cunéiformes, ça s'appelle et on va dire aux enfants: «Ben voilà, vous, vous êtes, des Sumériens et vous allez, écrire vos propres tablettes d'argile». Donc à ce moment-là, on ramène de l'argile. Si c'est On peut très bien le faire aussi avec de la terre, hein, ça marche, très, très bien. Mais si on veut vraiment être fidèle à l'histoire, on va ramener nos tablettes d'argile, on va les fabriquer, donc c'est pas compliqué, on ramène de l'argile, on comme de la pâte à modeler, on fabrique une tablette et ensuite, soit en amont, on a déjà fait les roseaux, donc pour pouvoir, faire ces tablettes-là, on
on a des roseaux, on écrit avec des roseaux. Donc on coupe, hein, c'est des bouts de bois qu'on va couper et qu'on va tailler. Donc c'est pas très compliqué à tailler des roseaux, donc en fonction de l'âge de l'enfant, on peut très bien lui proposer de le faire aussi. Et donc ils auront leur propre roseau, leur tablette et ils vont commencer à écrire sur la tablette avec l'écriture cunéiforme ou bien avec, les lettres de l'alphabet, qu'on utilise. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'engager, l'écriture d'une autre façon, peut-être un peu plus artistique que l'écriture, pure avec un stylo et une feuille. Donc ça, c'est vraiment un exemple, pour le langage, pour les 3-6 ans et les 6-12 ans. On peut très bien faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres types d'activités, que ce soit pour l'enrichissement du vocabulaire, la grammaire, hem, la lecture aussi. Donc les temps de lecture en plein air, ça marche très, très bien aussi. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Hem, pour les mathématiques, là, on a on vous propose, peut-être, 2 types d'activités. Pour les 3-6 ans, ça va être, plutôt l'objectif, d'énumérer de 0 à 9 et de prendre conscience, du zéro au final, que zéro c'est rien. Ce qui est intéressant en fait, dans cette approche, plein air, c'est qu'on va essayer au maximum de fabriquer le matériel Montessori. Enfin, on va s'en inspirer, on va le fabriquer à partir d'éléments de la nature. Et ce qui est intéressant, c'est que au final, on va inciter les enfants à fabriquer aussi ce matériel, donc un peu ils vont comprendre aussi le sens, du matériel en le fabriquant eux-mêmes. Hem on peut très bien faire pareil en invitant les plus grands. Donc c'est pour ça que le mélange des âges, c'est l'idéal, parce que les plus grands vont potentiellement fabriquer du matériel pour les plus petits. Moi, je j'ai des enfants qui ont fabriqué, les barres numériques, donc c'est des barres, avec des bambous, donc c'est des barres, pour justement, énumérer, pour pouvoir, déclencher, justement le fait de compter chez les enfants en maternelle. Et j'ai des plus grands, donc des enfants de 8-9 ans qui, eux, ont coupé les bambous, ont mesuré les bambous pour que ça fasse bien de 1 mètre jusqu'à à 10 centimètres et ensuite ils les ont peints, de façon à ce que ça ressemble au matériel des barres rouges, des barres numériques, pardon, Montessori. Donc on peut très bien aussi mélanger les âges, demander aux plus grands d'aider les plus petits aussi qui aident les plus grands. Vous verrez, comment, on va solliciter aussi, le développement social. Hem, donc voilà, donc je m'éloigne un peu. Pour les mathématiques, 3-6 ans, il y a, il y a l'activité des lauriers qui s'inspire justement, de l'activité Montessori qui s'appelle les fuseaux. Donc on va première étape, comme je l'ai dit, on va fabriquer du matériel. Donc là, on a besoin de lauriers, ça peut très bien être une autre type de feuille. Vous voyez sur l'image qu'on a, un bâton avec des plaquettes de 0, à 9 et ensuite des bouts de ficelle. On va faire des trous au milieu de chaque feuille et on va dire à l'enfant de rentrer donc, un une feuille de laurier dans le ch au on va le mettre au niveau du 1, 2 feuilles de laurier, 2 et on va compter aussi avec l'enfant, on va faire 1, 2, 3 et en fait on met ensemble à chaque fois en le mettant dans cette ficelle et de cette façon-là, en fait, l'enfant va se rendre compte que, bah, il y a une ficelle qui est vide. Et puis il va se dire: «Mais comment ça se fait que la ficelle, elle est vide? Qu'est-ce qui se passe?» Et bien sûr, bah, parce que la notion de zéro, c'est là où on introduit la notion de zéro en disant que zéro, c'est rien. Une autre activité, pour 6-12 ans, en fait, ça va être plutôt une introduction à la multiplication, plutôt une introduction sensorielle, on va dire, où on va pas vraiment demander à l'enfant d'apprendre par cœur ses tables de multiplication, mais plutôt d'aller les compter, avec, des glands. On va fabriquer le matériel, donc là, c'est vraiment pas compliqué, hein, il suffit juste de prendre des glands et un bâton et on va les séparer, donc là, si on fait par exemple la table de 6, donc on les sépare de 6 en 6, tout simplement et on va compter de 6 en 6 et on va mettre des petites fléchettes pour justement mettre 6, 12, 18, 24, 30, 36. Bon, dans les tables de multiplication, on s'arrête à 30. Chez Maria Montessori, on s'arrête à 36 puisqu'on fait le cube de enfin on a le cube de la table de 6 en fait. Donc voilà, donc là, c'est en fait, au fur et à mesure, à force de répéter, en fait, les enfants, ils vont lire 6, 12, 18, 24, 30 et en faisant ça, bah, indirectement, ils apprennent la table de 6. Donc ça, c'est une activité, dans les écoles Montessori qui se fait, plutôt,
à la fin de l'année, maternelle, mais qu'on va retrouver aussi, chez les 6-12 ans, pour pouvoir, préparer indirectement une multiplication. Hem Bah, de toute façon, Angèle, je voilà, bah, merci, Anan, de répondre. Donc en termes de réglementation et de sécurité, donc là, on rentre, peut-être un peu plus dans la technique, logistique. Heu, donc j'ai en fait, juste pour revenir aux activités, les exemples d'activités, je peux pas donner autant d'activités que je le souhaite. L'idée, c'est de vous partager un maximum d'activités à travers, justement, le kit de démarrage apprendre au fil des saisons. Là, on en a développé un peu plus. L'idée, c'est quand même de vous fournir un maximum d'activités, hein. C'est vraiment, promouvoir l'apprentissage en plein air par la pédagogie Montessori qu'on veut faire. Donc pour la réglementation et la sécurité, bah, c'est il y a il au final, il y a pas grand-chose qui change, bon, bah, là, la loi si, la loi impose quand même, un type d'encadrement en fonction de l'âge des enfants. Si vous êtes enseignant, je pense que vous avez cette notion-là. Si vous êtes éducateur aussi, animateur aussi, les parents, bon, ça marche, aussi bien pour eux aussi. Enfin, c'est pas obligatoire pour les parents, mais il faut savoir que pour les moins de 6 ans, c'est un adulte pour 8 enfants et pour les plus de 6 ans, c'est un adulte pour 12 et ensuite on s'adapte en fonction et on demande, à des bénévoles ou bien à des professeurs ou bien à des personnes qu'on connaît de venir nous accompagner, pour sortir dehors. Si c'est au sein de l'établissement, ben, pas besoin, quand on a un espace privé, ça on n'a pas besoin d'avoir autant d'encadrement. Hem, alors pour sortir, si jamais vous avez un lieu où vous y allez assez régulièrement, par exemple dans un parc, à la plage aussi, ou dans une forêt et que c'est un lieu, de la commune, à ce moment-là, il faut quand même, de faire une autorisation écrite. Par exemple, il y a un parc pas très loin de Lyon qui s'appelle le parc Miribel-Jonage qui est assez, naturel et sauvage. Dans ce parc-là, on peut faire des feux. Moi, c'est pour ça que j'aime bien aller dans ce parc parce qu'on peut faire des feux et ce parc, il demande, chaque fois que je faut faire une sortie, il demande une autorisation qui est en général acceptée, mais il faut prévenir qu'on y est. Et si le terrain, appartient à un propriétaire, privé, bah, ça existe. Des fois, on peut louer aussi une zone, ben, on louer ou pas, hein, mais il faut quand même faire une petite convention comme ça, il faut bien être dans les règles, quoi. Donc ça, c'est ce que dit en termes d'encadrement et de fait de l'autorisation. En termes de sécurité, là, la sécurité, ben, je peux vous en fait, il y a c'est pareil qu'en intérieur au final, sauf qu'il faut peut-être enfin même pas être plus vigilant, c'est une question de confiance. Plus vous faites confiance aux enfants et plus ils vont la sentir cette confiance et donc ils iront pas aller, se jeter à l'eau comme on peut voir dans cette photo. Hem, mais ils ont conscience du danger en fait. Donc il suffit juste de 1re sortie, on pose vraiment des consignes de sécurité claires. Ce qu'on aime bien faire, c'est, bah, de les faire, en fait, avec les enfants, de se dire: «Bon, ben, voilà, qu'est-ce qui peut être dangereux pour vous, à votre avis?» et puis de les lister, ces consignes. Donc plus on implique les enfants dans les consignes de sécurité, mieux ils les respecteront, en fait, puisque ce sera eux qui les auront mis en place. Sachant que nous, derrière, on les a, les consignes, donc on va impulser les idées. Ensuite, une fois qu'on a posé les consignes, on va les laisser explorer. Sachant que, bah, ils savent très bien qu'à partir de telle zone et ben, on peut pas aller plus loin, donc ils iront pas forcément plus loin et s'ils y vont, on les rappelle à l'ordre. Donc on les laisse explorer pendant 15-20 minutes, voilà, temps de jeu libre, ça marche très bien et ensuite temps de rassemblement pour pouvoir mettre en place des consignes qui sont spécifiques aux activités. Donc là, c'est pareil, donc les consignes classiques, hein, par exemple, quand je raconte l'histoire, on ne coupe pas la parole, on lève la main ou sinon on garde la question bien dans sa tête et ensuite à la fin de l'histoire, on pose la question. Donc ça, c'est des consignes, très classiques. En cas d'incident, donc incident, alors, il faut se dire que là, les incidents qui sont les plus courants, ben, au final, c'est des petites écorchures, des échardes, piqûres d'ortie. Donc, au final, une petite trousse de 1er secours, c'est suffisant. Certes, l'enfant va se salir peut-être un peu plus, il va
potentiellement tomber, mais quand il tombe, au final, si on est dans un espace vert, il tombe, sur la terre, donc ça fait beaucoup moins mal que sur du goudron, sur du béton. Donc au final, c'est pas si grave que ça et bien sûr, s'il y a vraiment un accident majeur, donc là, bah, on appelle le 112. Moi, je vous conseille quand même de suivre une formation 1er secours. Il y a des formations 1er secours plein air qui existent, et qui se font très bien, par l'association Pédagogie par la nature. Si vous voulez vraiment vous sentir en sécurité, faites-la cette formation. Au moins vous savez, que vous connaissez les gestes, qui sauvent en cas d'accident majeur. Hem, voilà, rapidement, j'ai un peu résumé notre kit, de démarrage pour une éducation, en plein air. Je vous invite, si vous avez des questions, à prendre la parole ou bien à l'écrire, dans le live chat. Voilà, donc n'hésitez pas, il reste encore, 9 minutes pour un temps d'échange si vous en avez. Alors, est-ce qu'on fait des formations? Oui, on en fait. Hem, En fait, Montessori Outdoor existe depuis un peu moins d'un an. Là, aujourd'hui, on en fait, en fait, on fait des ateliers auprès des écoles et ensuite on forme les professeurs des écoles. En fait, on les forme sur le terrain. Donc on fait les ateliers et en même temps on les forme. On a un temps de formation avec eux. Ce qu'on aimerait faire et ce qu'on est en train de faire, c'est de faire des formations aussi en ligne couplées avec le plein air, enfin couplées en sortant pour justement toucher un plus grand nombre. Les formations en ligne qui vont permettre, de mettre en place les activités, donc de voir comment on fait. Donc on va se filmer pour pouvoir faire les activités. Ensuite, c'est à vous d'aller les faire dehors et ensuite un temps d'échange avec nous, en présentiel, donc potentiellement, prévoir, de un déplacement soit à Paris, soit à Lyon. Le kit des démarrages suffit. Alors, le démarrage, ou il suffit pas f en fait, il suffit pour, tout mettre en place, oui. Après pour avoir les activités en eux-mêmes, je pense qu'un temps de formation, c'est plutôt utile. En fait, le kit de démarrage, il est nécessaire justement pour démarrer, pour se lancer, pour oser se lancer. Hem et hem et ensuite, au fur et à mesure, je pense que, l'idée, c'est vraiment de vous outiller, complètement avec les fiches d'activité à mettre en place avec les enfants. Comment on prépare les parents? Alors les parents, en fait, c'est beaucoup plus simple au final en fonction du nombre d'enfants que vous avez. Il suffit juste, d'aller explorer avec eux. Et ensuite on on observe beaucoup les enfants et en fait, en fonction de en tout cas moi, c'est ce que je fais, avec mon fils, hein. C'est pas moi la l'enseignante, donc je vais pas lui enseigner. Mais par contre, je regarde, là où il en est dans son développement et là où il est intéressé. Là, en ce moment, il aime beaucoup les maths, donc heu, donc on va le pousser là-dessus et on va aller s'amuser à utiliser la nature pour pouvoir le faire. Nous, ce qu'on va faire avec Montessori Outdoor, c'est justement créer une sorte de guide spécialement dédié pour les parents, où l'approche, elle est assez similaire, mais au final, c'est quand même une approche différente parce qu'un parent, il est pas enseignant et être enseignant, c'est un métier, donc on va pas lui demander, de lui faire, classe, dehors, mais plutôt, d'explorer l'environnement et de s'en imprégner. Donc c'est quand même une approche assez différente qui est quand même, je trouve, plus simple qu'un enseignement pur. Hem, Merci, à Martine, à Mélanie aussi. Alors comment après votre but est-il de former un maximum de profs ou de formateurs comme vous pour que cette pédagogie s'étende un maximum? Hem, alors en fait, nous on a rejoint une association qui s'appelle, Nos Dehors. Donc pour l'instant c'est assez local. Donc c'est plutôt sur la région lyonnaise. Donc cette association a pour but justement de
de promouvoir, la santé, le bien-être de l'enfant et la reconnexion avec la nature. Donc nous, on intervient en tant que prestataire dans cette association qui, elle, à travers cette association, nous, on va, former, des animateurs, pas des formateurs, donc des animateurs à justement, pour pouvoir agrandir un peu, pour que cette pédagogie s'étende. Donc pas vraiment des formateurs puisqu'on n'a pas la qualification pour former des formateurs, mais on forme, les enseignants et des animateurs aussi, à ce qu'eux-mêmes puissent, étendre cette pédagogie à travers cette association, oui. Comment s'appellent les histoires à raconter pour les plus grands? Hem, alors, c'est les grandes his il y en a 5. Ça s'appelle les 5 grandes histoires de Maria Montessori. Donc la première, c'est la création de l'univers. La deuxième, c'est l'arrivée de la vie sur terre. La troisième, c'est l'arrivée de l'homme. La quatrième, c'est l'histoire des nombres Ah, et l'histoire, pardon, ouais, l'histoire vas-y, je te laisse. C'est elle la, la pro des 6-12 ans. la quatrième histoire, c'est l'histoire du langage, en fait. Comment les humains sont arrivés à utiliser le langage. C'est plus centré sur l'écrit. Et surtout, par rapport à notre écriture à nous, comment on en est arrivé à utiliser le français, l'écriture latine qu'on utilise aujourd'hui. Et la cinquième grande histoire, c'est l'histoire des nombres. Ça rejoint un peu l'histoire de l'écriture. Et pareil, comment on en est arrivé à utiliser les chiffres qu'on utilise aujourd'hui. Et ça n'a pas vraiment de nom spécifique. On appelle ça donc la première grande histoire, la seconde grande histoire, la troisième grande histoire, jusqu'à la cinquième grande histoire. Merci pour cette réponse. Vu que c'est toi la pro, des 6-12, tu connais mieux que moi. Hem, alors quelle formation avez-vous suivie pour être pédagogue par la nature? Alors moi c'est une formation anglophone que j'ai faite, mais version, francophone, il y a l'association Pédagogie par la nature, qui propose d'ailleurs, j'ai vu qu'ils en faisaient une là, bientôt, donc ça se fait sur, je crois 6 mois, il me semble, 6 mois, 1 an, je sais plus trop. Donc il y a des temps en ligne et des temps en présentiel, qui se fait en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bretagne. Donc c'est l'association Pédagogie par la nature, ça s'appelle, tout simplement et donc ils forment à utiliser, la nature pour pouvoir faire des activités avec les enfants. Moi j'ai fait la version, anglaise, anglophone, voilà. Donc la version française, c'est l'association Pédagogie par la nature. Le matériel du chariot contenait des loupes, des tapis pour s'asseoir. Je n'ai pas eu le temps de voir la suite. Et bah, je vais vous la mettre tout de suite, sachant qu'en fait cette présentation vous sera envoyée, c'est pour ça que je suis allée assez rapide. Heu, voilà, petit chariot. Donc il y a vraiment plein de choses. En fonction de ce que vous avez envie de faire, vous prenez pas. En général, c'est bien de prendre des bâches, des tapis aussi, pour pouvoir travailler au sol, puisqu'au final, on va être tout le temps par terre, heu, très peu sur les tables, sauf si vraiment on engage l'écriture, si vraiment il y a du travail d'écriture pure, mais en règle générale, on est au sol. Hem Ensuite, ah oui, pour les toilettes, alors les toilettes, c'est un challenge, hein. L'idée, c'est vraiment d'être toujours à proximité de toilettes. S'il y en a pas à ce moment-là, ben, toilettes en pleine nature et ça fait bien rire les enfants. Ils adorent sortir, et ils adorent explorer ça. Donc faire un petit trou, voilà, faire ses petits besoins et puis recourir avec des feuilles, tout simplement. Hem, est-ce que vous intervenez gratuitement auprès des enseignants? Alors, via l'association Nos Dehors, oui, en fait, l'association Nos Dehors, ils ils proposent, donc ils vont chercher, justement des financements pour pouvoir, rendre accessible, gratuitement, cette approche-là, enfin, en tout cas, la pédagogie Montessori, heu, auprès des enseignants. Donc là, pour l'instant, nous, on intervient auprès, des écoles lyonnaises et tout ça, c'est gratuit pour les enseignants, oui. Donc l'idée, oui, c'est de le rendre quand même gratuit pour les enseignants, via l'association. Mais si on passe pas par l'association,
c'est quand même un prix, assez abordable, c'est pas du tout, hors de prix. Peut-on rentrer dans cette association, nous devoir se former auprès de vous pour ensuite animer dans mon département? Hem, ou oui, on peut rentrer, pas tout de suite. Là, on est en phase d'expérimentation. C'est pour ça que je pense pas qu'on va pouvoir je sais pas où est-ce que vous êtes, Justine, vous êtes dans quelle, zone géographique? Mais dans la Loire, oui, voilà, c'est ça, mais mais si, c'est dans l'idée, c'est de faire ça. Donc c'est pour ça, là, on est vraiment comme je vous l'ai dit, on vient tout juste, d'exister. Même l'association Nos Dehors, est toute récente, elle date du mois d'août et donc là, on est vraiment en phase d'expérimentation auprès de 4 écoles. Une fois qu'on aura fini cette expérimentation, à ce moment-là, on va les s'aimer un peu partout, en France. J'ai commencé l'école dehors cette année avec les petits moyens, c'est top, mais j'aurais bien aimé être formée au moins une fois sur le terrain. Oui, bah, oui, ça c'est sûr. Ça c'est, c'est ça le plus gros manque je pense parce qu'on a toujours envie de se lancer mais et quand on se lance, on aimerait bien avoir les outils pour le faire. Pas d'histoire pour les petits. Non, pas d'histoire parce que, enfin si, on peut très bien faire des histoires, mais pas les histoires de Maria Montessori comme elle les a créées pour les 6-12 parce que c'est trop compliqué pour eux et ils se posent pas toutes ces questions-là, en maternelle. Vu qu'on nous, on se base sur la pédagogie Montessori. Maria Montessori n'a pas créé d'histoire pour les tout petits. On pourrait très bien le faire et pourquoi pas, mais nous, on a vraiment pour les tout petits, une approche, purement sensorielle où on va plutôt faire des balades sensorielles, des petits jeux sensoriels, purs, mais pas introduire via des histoires comme les plus grands le font. Toilette, j'ai confectionné un pot coupé dans le fond. Bah, ouais, ça marche bien. Les pots, ça marche pas mal aussi. Je suis sur Bron, une formation avec Nodor m'intéresserait. Comment faire? Et ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on est en phase d'expérimentation. Hem si vous je vais garder vos coordonnées. Heu, alors, c'est votre prénom parce que du coup Anne-Netchar, je connais, Nadine, voilà, merci. Nadine, oui, alors, je vais regarder dans le fichier d'inscription, je vous retrouverai et je garde vos coordonnées et quand ça sera lancé, à ce moment-là, je vous enverrai une com, quoi. Heu Justine, oui, bah, voilà, bah, oui, Justine, Nathalie, elle est au cœur du projet donc oui, ça sera facile pour vous d'être informés. Donc s'il y a pas plus de questions, de toute façon là, c'est l'heure de se quitter, il est 20:00. Comme je vous l'ai dit, je vous remercie vous aussi d'avoir participé. Je vous partagerai, les ressources, avec grand plaisir. L'idée, c'est vraiment de diffuser au plus grand nombre et hem et puis, vous tenir informé aussi de notre avancée si vous êtes d'accord, un peu, de qu'est-ce qu'on va proposer et aussi via l'association, comment on pourrait vous accompagner. Merci à vous.